168 fenêtres, 4 minarets, un dôme culminant à 53 mètres au-dessus du sol, et des fondations si solides qu'elles ont résisté à plus de 4 siècles de séismes. Une silhouette pyramidale dressée sur une colline, visible depuis les deux rives d'un détroit qui sépare deux continents. Comment un seul homme a-t-il pu concevoir un édifice capable de défier à la fois le temps et la terre elle-même? Bonjour, je suis Victor Latour. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la mosquée Süleymaniye, le chef-d'œuvre absolu de l'architecture ottomane, érigé au cœur d'Istanbul. Pour comprendre ce monument, il faut remonter à l'homme qui l'a voulu, à une époque où l'Empire ottoman dominait le monde connu. En 1548, l'architecte Mimar Sinan achève la mosquée Shehzadeh, au cœur de Constantinople. Le sultan Soliman se tient devant l'édifice achevé. Cette mosquée, il l'a commandée en mémoire de son fils Mehmed, emporté par la variole à l'âge de 21 ans. Les proportions sont justes, les coupoles harmonieuses, la pierre d'une blancheur éclatante. Pourtant, le souverain qui contemple cette œuvre n'éprouve pas la satisfaction attendue. La mosquée est belle, mais elle ne dit pas ce qu'il veut dire. Elle parle de deuil. Lui veut parler de puissance. Soliman Ier est alors le monarque le plus redouté de son temps. 10e sultan de la dynastie ottomane, il règne depuis 1520 sur un empire qui s'étend des portes de Vienne aux rivages du Yémen, des côtes d'Algérie aux confins de la Perse. Aucun souverain européen ne dispose d'un territoire comparable. Charles Quint lui-même, qui se proclame maître de la chrétienté, n'a jamais réussi à le vaincre de manière décisive. L'Empire ottoman contrôle les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. Ses flottes dominent la Méditerranée orientale, et ses armées font trembler l'Europe centrale à chaque printemps, lorsque débute la saison des campagnes militaires. Ce règne de 46 ans, le plus long de l'histoire ottomane, a profondément transformé l'Empire. Soliman ne se contente pas de conquérir. Il légifère, codifie le droit, réforme l'administration. Les Européens le surnomment le Magnifique, en raison du faste de sa cour. Les Ottomans, eux, l'appellent Kanouni, le législateur, un titre qui en dit bien davantage sur la nature de son pouvoir. Sous son autorité, l'appareil juridique ottoman atteint une cohérence sans précédent, mêlant le droit islamique aux lois séculières dans un système que les historiens considèrent comme l'un des plus élaborés de son époque. Mais la puissance militaire et juridique ne suffit pas à Soliman. En 1517, son père, Sélim Ier, a conquis le sultanat mamelouk et pris le contrôle des villes saintes de la Mecque et de Médine. Cette conquête confère aux Ottomans une prétention nouvelle et considérable, celle de protecteur suprême de l'islam sunnite. Soliman assume pleinement cet héritage. Face aux Séfévides d'Iran, dynastie chiite qui conteste l'autorité ottomane, il mène plusieurs campagnes militaires et conclut en 1555 le traité d'Amasya, obtenant des concessions politiques majeures. Dans ce contexte de rivalité confessionnelle, le sultan fait de l'orthodoxie sunnite le socle idéologique de son empire. Les oulémas, les jurisconsultes musulmans, deviennent les piliers de la légitimité impériale. C'est dans cet esprit que Soliman se tourne vers l'architecture. Il ne cherche pas simplement à bâtir un lieu de prière. Il veut édifier un symbole, un monument qui incarnerait la suprématie de son empire sur le monde islamique et au-delà. Le sultan nourrit une ambition précise. Il se considère comme un second Salomon, héritier spirituel du roi bâtisseur de l'Ancien Testament. Ses projets de construction à Jérusalem, où il fait restaurer les murailles de la vieille ville, témoignent de cette identification. Mais c'est à Constantinople, sa capitale, qu'il entend frapper le coup le plus fort. Une tradition rapporte que l'empereur Justinien, après l'achèvement de la basilique Sainte-Sophie au VIe siècle, se serait exclamé avoir surpassé Salomon. Ce récit, transmis de génération en génération, n'a jamais été oublié à Constantinople. Soliman le connaît. La basilique Sainte-Sophie, transformée en mosquée après la conquête ottomane de 1453, est devenue un symbole idéalisé du pouvoir dans la culture impériale. Le sultan veut ériger une mosquée qui rivalise avec ce monument millénaire. Il ne s'agit pas d'une simple surenchère architecturale, il s'agit d'une déclaration. Ce que Justinien a fait pour la chrétienté, Soliman le fera pour l'islam, en mieux. Pour cela, il lui faut un architecte à la hauteur de cette ambition,
Un homme capable de comprendre non seulement les contraintes de la pierre, mais aussi le langage du pouvoir. Le sultan se tourne vers Mimar Sinan, celui-là même qui vient d'achever la mosquée Shehzadeh. Sinan, malgré la beauté de cette première grande œuvre, n'en est pas entièrement satisfait. Il la qualifiera lui-même de travail d'apprenti. Le sultan, lui, y a vu suffisamment de talent pour confier à cet homme le projet le plus ambitieux de son règne. La nouvelle mosquée devra surpasser toutes celles bâties par ses prédécesseurs. Elle devra rivaliser avec Sainte-Sophie elle-même, ce colosse de briques et de marbre que nul n'a encore égalé. Sinan accepte le défi. Le chantier de la Sulaymaniye va commencer. Quelque part en Anatolie centrale, aux alentours de 1490, un garçon naît dans une famille chrétienne de la province de Kayseri. Son nom de baptême ne nous est pas parvenu avec certitude. Ce que l'on sait, c'est qu'à l'adolescence, il est recruté par le système du Devshirme, cette levée périodique par laquelle l'Empire ottoman prélève de jeunes sujets chrétiens dans les provinces pour les former au service de l'État. Le garçon est arraché à sa famille, converti à l'islam et intégré au corps des janissaires. Rien, dans ce destin de conscrit, ne laisse présager qu'il deviendra le plus grand architecte que l'Empire ottoman ait jamais connu. Le Devshirme est un système d'une efficacité redoutable. Il prive les communautés chrétiennes de leurs fils, mais il offre à ces jeunes hommes un accès direct aux plus hautes fonctions de l'État. Les plus doués gravissent les échelons avec une rapidité que la naissance seule ne permet pas dans les monarchies européennes de la même époque. Le jeune homme qui deviendra Sinan suit d'abord une formation militaire. Il participe aux campagnes de Soliman contre Belgrade en 1521, contre Rhodes en 1522, puis à la bataille de Mohacs en 1526, où l'armée ottomane écrase les forces du royaume de Hongrie en quelques heures. Sur les champs de bataille, Sinan ne manie pas seulement le sabre. Il construit des ponts, des fortifications, des ouvrages de franchissement pour permettre à l'armée de traverser fleuves et marécages. C'est un ingénieur militaire, un homme qui résout des problèmes concrets sous la pression du temps et du danger. Cette formation pratique marquera profondément sa manière de concevoir l'architecture. Là où d'autres bâtisseurs partent de la théorie ou de la tradition, Sinan part du terrain, des contraintes du sol, de la résistance des matériaux, de la logique des forces. Chaque campagne militaire est pour lui un laboratoire. Sa nomination au poste d'architecte en chef de l'Empire, aux alentours de 1538, fait de lui le responsable de tous les projets de construction impériaux. Ponts, aqueducs, caravansérails, bains publics, palais et mosquées, tout passe désormais entre ses mains. Au cours de sa carrière, qui s'étend sur près d'un demi-siècle, Sinan supervisera la construction de plusieurs centaines d'édifices à travers tout l'Empire. Ce volume de production est sans équivalent dans l'histoire de l'architecture mondiale. Michel-Ange, son contemporain exact, travaille à la même époque sur la basilique Saint-Pierre de Rome. Andrea Palladio révolutionne l'architecture civile en Vénétie. Mais aucun des deux ne dispose du pouvoir institutionnel ni de l'envergure territoriale dont jouit Sinan. Il est à la fois architecte, urbaniste et ingénieur en chef d'un empire couvrant 3 continents. La mosquée Shehzadeh, achevée en 1548, est sa première grande commande impériale. Sinan y expérimente une structure à coupole centrale, flanquée de demi-coupoles sur les 4 côtés, créant un espace intérieur d'une symétrie rigoureuse. L'édifice est unanimement salué. Pourtant, Sinan lui-même porte un jugement sévère sur cette réalisation. Dans ses mémoires, dictés à son ami le poète Mustapha Saïd Celebi, il qualifie la mosquée Shehzadeh de « travail d'apprenti ». Ce n'est pas de la fausse modestie. Sinan identifie dans cette mosquée des faiblesses structurelles et esthétiques qu'il entend corriger. Les demi-coupoles réparties de manière égale sur les 4 côtés produisent un effet trop uniforme, trop prévisible. L'espace intérieur manque de tension et de profondeur. La Sulaymaniye sera sa réponse. Sinan la désigne comme son œuvre de compagnon, celle où le savoir-faire se raffine et s'approfondit sans avoir encore atteint la pleine maturité. Cette hiérarchie en 3 degrés, empruntée aux corporations artisanales, révèle une conception de l'architecture comme progression constante. L'apprenti tâtonne, le compagnon maîtrise, le maître transcende. Si la Sulaymaniye n'est que l'étape intermédiaire, on mesure l'exigence que Sinan s'impose à lui-même. Son chef-d'œuvre absolu, celui qu'il considère comme le travail du maître, ce sera la mosquée Selimiye, édifiée des années plus tard dans la ville d'Edirne,
avec une coupole unique d'un diamètre supérieur à celle de Sainte-Sophie. Mais avant d'atteindre ce sommet, Sinan doit d'abord résoudre un défi colossal à Constantinople. Le sultan lui demande de bâtir un édifice qui rivalisera avec la basilique de Justinien. Le terrain choisi est un versant abrupt du troisième des 7 collines de la ville, un site spectaculaire mais techniquement redoutable. Sinan aborde ce projet avec la rigueur de l'ingénieur militaire qu'il n'a jamais cessé d'être. Il ne cherche pas à reproduire Sainte-Sophie. Il cherche à comprendre ce qui fait la force et la faiblesse de ce monument millénaire, puis à proposer une solution supérieure. Les énormes contreforts qui défigurent l'extérieur de Sainte-Sophie, les fissures qui menacent son dôme depuis des siècles, la pénombre qui règne dans certaines parties de la nef, autant de problèmes que Sinan se donne pour mission de résoudre. La Sulaymaniye ne sera pas une copie, elle sera une réponse. Sur le troisième des 7 collines de Constantinople, à l'endroit même où Sinan doit bâtir la mosquée du sultan, se dresse encore un palais. L'Eski Saray, l'ancien sérail, abrite des femmes de la dynastie impériale. Certaines y vivent depuis des décennies. Pour que le chantier commence, il faut d'abord les déplacer, puis raser l'ensemble des bâtiments. La destruction d'un palais sultanien pour ériger une mosquée n'est pas un acte anodin, c'est une déclaration de priorité. Soliman signifie par ce geste que son monument religieux vaut davantage qu'une résidence dynastique. Le terrain est dégagé, reste à dompter la colline. Le site choisi offre un avantage considérable, sa visibilité. Depuis la troisième colline, la future mosquée dominera la Corne d'Or et sera visible depuis les 2 rives du Bosphore, depuis la mer de Marmara et depuis les hauteurs de la rive asiatique. Ce promontoire naturel transformera l'édifice en point de repère pour toute la ville. Mais cette position spectaculaire impose des contraintes redoutables. Le terrain est en forte pente, particulièrement du côté nord-est, où la colline descend abruptement vers les eaux de la Corne d'Or. Construire une mosquée monumentale sur un sol en déclivité, dans une région régulièrement frappée par des secousses sismiques, relève du défi technique autant que de l'ambition architecturale. Sinan consacre les 3 premières années du chantier aux seules fondations. Dans un contexte où d'autres mosquées impériales s'élèvent en 4 ou 5 ans, travaux de fondation compris, cette durée est exceptionnelle. L'architecte fait creuser profondément dans la roche de la colline, puis applique une technique qui lui est propre. Les tranchées sont remplies d'eau et laissées ainsi pendant de longs mois. Cette méthode, contre-intuitive en apparence, permet de tester la stabilité du sol, de repérer les infiltrations et d'identifier des zones de faiblesse avant de couler la moindre assise. Lorsque l'eau est enfin évacuée, Sinan fait poser les fondations sur un terrain dont il connaît désormais chaque faille. Les techniques de construction employées pour la superstructure témoignent de la même rigueur. Les briques sont liées entre elles par des agrafes de fer, un procédé qui renforce considérablement la cohésion de la maçonnerie. Ces agrafes métalliques sont ensuite noyées dans du plomb fondu coulé à chaud, ce qui les protège de la corrosion et assure une étanchéité durable des joints. Le plomb, en se solidifiant, absorbe une partie des micro-mouvements provoqués par les variations thermiques ou les vibrations sismiques. Chaque élément de la construction est ainsi conçu non pas pour résister de manière rigide, mais pour absorber les forces sans se rompre. C'est une logique parasismique avant la lettre, née de l'expérience empirique et de l'observation attentive des bâtiments effondrés lors des séismes précédents. Pendant que les fondations prennent forme, un autre chantier se déploie à travers tout l'Empire. Sinan a besoin de matériaux nobles, et il les fait venir de loin. Des colonnes de marbre, de granit et de porphyre sont prélevées sur des sites antiques de Constantinople et des provinces. L'hippodrome, ce vestige monumental de la Rome orientale, fournit une partie de ces colonnes. Un témoin européen de l'époque, le voyageur et érudit français Pierre Gilles, rapporte avoir assisté à une scène frappante. L'une des 4 immenses colonnes de porphyre destinées à l'intérieur de la mosquée était en train d'être taillée à la bonne dimension directement sur place. Ces colonnes de porphyre, roches d'un pourpre profond réservées depuis l'Antiquité aux monuments impériaux, conféraient à la mosquée une filiation symbolique directe avec les empereurs romains et byzantins. Sinan intégrait ainsi dans son édifice islamique la mémoire matérielle des civilisations qui avaient précédé les Ottomans sur ce sol. L'inscription arabe gravée au-dessus de l'entrée de la salle de prière indique 1550 comme date de fondation et 1557 comme date d'inauguration. La réalité est plus nuancée.
Les travaux ont vraisemblablement débuté avant 1550, et certaines parties du complexe n'ont été achevées qu'après 1557. Les comptes définitifs du chantier ne sont clos qu'en 1559, concernant notamment les médersas et le mausolée de Hürrem Sultan, l'épouse de Soliman, décédée l'année précédente. 7 années de travaux au minimum, probablement davantage si l'on compte les finitions et les bâtiments annexes. Un chantier d'une ampleur comparable à celui des grandes cathédrales européennes, mais concentré sur une durée bien plus courte. Le pari de Sinan sur les fondations allait se révéler décisif. Au fil des siècles, Constantinople subit des dizaines de tremblements de terre, dont certains d'une violence dévastatrice. Celui de 1766 provoque l'effondrement partiel du dôme central. Celui de 1894 frappe durement plusieurs quartiers de la ville. Celui de 1999, dont l'épicentre se situe à moins de 100 km, atteint une magnitude de 7,6. À chaque fois, la structure de la Sulaymaniye tient. Le dôme se fissure, des éléments décoratifs tombent, des réparations sont nécessaires. Mais les murs ne s'effondrent pas, les fondations ne bougent pas. 3 années de patience, d'eau stagnante et de plomb fondu avaient donné à cet édifice ce que Sinan voulait lui offrir dès le premier jour, la capacité de durer. Le dôme de Sainte-Sophie mesure 31 mètres de diamètre. Celui de la Sulaymaniye en mesure 26,5. 4 mètres et demi de moins. En apparence, le verdict est sans appel. Sinan n'a pas surpassé les architectes de Justinien. 1000 ans après sa construction, la basilique conserve sa suprématie par les dimensions brutes de sa coupole. Si l'on s'en tient aux chiffres, la Sulaymaniye est une concurrente qui a perdu la course. Pourtant, les historiens de l'architecture s'accordent à reconnaître dans la mosquée de Soliman une réussite structurelle supérieure à celle de son modèle. La victoire de Sinan ne se mesure pas en mètres. Elle se lit dans la lumière, dans l'espace et dans ce que l'œil ne voit pas. Pour comprendre cette supériorité, il faut d'abord saisir ce qui fait la faiblesse de Sainte-Sophie. La basilique de Justinien, achevée en 537, repose sur un système de contreforts massifs qui absorbe les poussées latérales du dôme. Ces contreforts sont visibles, imposants, presque brutaux. À l'intérieur, de lourds piliers encombrent l'espace et créent des zones d'ombre. À l'extérieur, les masses de maçonnerie ajoutées au fil des siècles pour stabiliser la structure donnent à l'édifice un aspect trapu, presque fortifié. Le dôme lui-même s'est effondré à 2 reprises dans les premières décennies suivant la construction, obligeant les architectes à le reconstruire avec un profil plus élevé. Sainte-Sophie est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre qui lutte visiblement contre ses propres forces. Sinan aborde le problème en ingénieur. La salle de prière de la Sulaymaniye forme un espace presque carré de 58 mètres et demi sur 57 mètres et demi. Le dôme central culmine à 53 mètres au-dessus du sol et son diamètre, le 26 mètres et demi, représente exactement la moitié de cette hauteur. Ce rapport de 1 à 2 n'est pas un hasard. Il confère à la coupole une proportion que l'œil perçoit instinctivement comme harmonieuse, un équilibre entre élévation et largeur qui évite aussi bien l'écrasement que l'étirement. L'espace couvert par le carré sous le dôme correspond exactement à la moitié de la superficie totale de la salle de prière. Chaque dimension répond à une autre selon une logique de proportion rigoureuse. La disposition générale reprend le schéma de Sainte-Sophie. Un dôme central, prolongé par 2 demi-coupoles à l'avant et à l'arrière, tandis que les bas-côtés latéraux sont couverts par des coupoles de moindre dimension. Cette reprise d'un modèle antérieur est inhabituelle chez Sinan, qui avait déjà exploré un agencement différent à la mosquée Shehzadeh, avec des demi-coupoles sur les 4 côtés. Le retour au schéma de Sainte-Sophie pour la Sulaymaniye a probablement été dicté par la volonté personnelle de Soliman, désireux que sa mosquée se mesure explicitement au monument de Justinien. Sinan accepte la contrainte, mais il la transcende par un traitement radicalement différent des éléments porteurs. Là réside le génie de la Sulaymaniye. Sinan réduit le nombre de colonnes et de contreforts nécessaires au soutien du dôme et des demi-coupoles. Il intègre les contreforts directement dans l'épaisseur des murs extérieurs, de sorte qu'ils ne dépassent que partiellement, aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur. Pour dissimuler davantage leur présence, il aménage des galeries à colonnades de part et d'autre, à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment.
Le fidèle qui pénètre dans la salle de prière ne voit pas de piliers massifs barrant son champ de vision. Il découvre un espace unifié, ouvert, baigné de lumière, où le regard circule librement du sol jusqu'à la coupole. C'est exactement l'effet inverse de celui produit par Sainte-Sophie, où les contreforts et les piliers fragmentent l'espace et créent des recoins obscurs. À l'extérieur, le résultat est tout aussi saisissant. Puisque les contreforts ne dominent pas la silhouette du bâtiment, Sinan peut organiser une composition ascendante d'une grande fluidité. Les arcs, les tourelles, les demi-coupoles et les coupoles secondaires s'élèvent en gradins successifs jusqu'au dôme central, formant une pyramide visuelle d'une cohérence que Sainte-Sophie n'a jamais possédée. Seule exception à cette harmonie, la façade sud-est, celle qui donne sur le cimetière, où les contreforts sont entièrement rejetés vers l'extérieur. Sinan sacrifie ici la régularité de l'enveloppe extérieure pour préserver la planéité du mur de la Qibla à l'intérieur, celui vers lequel se tournent les fidèles en prière. Le choix est révélateur de ses priorités. L'espace intérieur prime toujours sur l'apparence extérieure. Sinan apporte également une attention nouvelle au rythme visuel des espaces secondaires. Dans les bas-côtés, il alterne des coupoles de tailles différentes, créant une cadence architecturale qui rompt avec la monotonie des répétitions symétriques. Aux quatre angles du bâtiment, les espaces situés entre les paires de contreforts massifs sont couverts par des compositions de coupoles variées, un dôme circulaire au centre, encadré par deux coupoles elliptiques plus petites. Ces détails, invisibles aux visiteurs pressés, révèlent un architecte qui pense chaque recoin de son édifice comme un élément de la composition globale. Par ailleurs, en plaçant 4 entrées latérales aux angles plutôt que 2 entrées au milieu des murs latéraux comme il l'avait fait à la mosquée Shehzadeh, Sinan exploite ces zones d'angle que d'autres bâtisseurs laissaient inoccupées. Le dôme de la Suleymaniye n'est donc pas une défaite face à Sainte-Sophie. C'est une victoire d'une autre nature. Sinan n'a pas cherché à battre le record de diamètre. Il a résolu les problèmes que les architectes de Justinien avaient laissés en suspens depuis un millénaire. Là où Sainte-Sophie impose sa masse, la Suleymaniye révèle sa grâce. Le dôme, plus modeste en dimension, devient, par la perfection de ses proportions et l'invisibilité de ses supports, l'aboutissement d'une quête que Sinan formulera en ces termes. Il ne voulait pas construire le plus grand dôme, mais le plus juste. Le sultan le plus riche de son temps, maître d'un trésor alimenté par les tribus de 3 continents, ordonne que sa mosquée soit dépouillée de tout ornement ostentatoire. Pas d'or sur les murs, pas de pierres précieuses incrustées dans les colonnes, pas de revêtements somptuaires rivalisant avec les palais vénitiens ou les églises romaines de la même époque. Dans les documents du Waqf, la fondation pieuse qui administre la mosquée, une clause le stipule expressément. Conformément aux traditions du prophète de l'islam, l'édifice doit éviter toute décoration fastueuse. Au XVIe siècle, alors que le Rhodes de la Renaissance croule sous les dorures et les marbres polychromes, la Suleymaniye fait le choix radical de la retenue. Ce dépouillement n'est pas une question d'économie. Le chantier de la Suleymaniye a coûté des sommes considérables, et Soliman ne manquait certainement pas de moyens pour couvrir les murs de sa mosquée d'or et de pierreries. Le choix est idéologique. Depuis la conquête du sultanat mamelouk par son père, Soliman revendique le rôle de premier défenseur de l'orthodoxie sunnite. Face aux séfévides d'Iran, dont les mosquées et les palais déploient un faste coloré imprégné de traditions persanes, le sultan ottoman affirme une esthétique de sobriété qui se veut plus conforme à l'esprit originel de l'islam. La Suleymaniye est autant un manifeste théologique qu'un lieu de prière. Chaque surface nue, chaque mur de pierre laissé apparent est un argument dans un débat confessionnel qui traverse le monde musulman du XVIe siècle. Dans cet espace volontairement dépouillé, la lumière devient le premier élément de décoration. 168 fenêtres percent les murs de la mosquée, dont 32 dans le tambour du dôme central. La disposition de ces ouvertures obéit à une logique précise. Les fenêtres les plus hautes, celles du dôme et des tympans, font pénétrer une lumière zénithale qui inonde l'espace central. Les fenêtres intermédiaires, percées dans les murs latéraux entre les contreforts, apportent une clarté diffuse aux bas-côtés. Les fenêtres basses, au niveau des fidèles, offrent une luminosité plus intime. Cette gradation crée un effet de profondeur verticale que l'œil perçoit sans l'analyser.
La lumière semble descendre du ciel vers le sol, accompagnant le mouvement naturel de la prière. Les vitraux les plus raffinés se trouvent sur le mur de la Qibla, de part et d'autre du mihrab, la niche indiquant la direction de la Mecque. La tradition attribue leur réalisation à un maître verrier nommé Saroche Ibrahim. Les couleurs dominantes sont le bleu, le rouge et le jaune, assemblés dans des compositions géométriques d'une grande finesse. Les motifs représentent les noms de Dieu, du prophète Mahomet et des 4 califes bien guidés. Ces noms ne sont pas choisis au hasard. En les inscrivant dans la lumière filtrée par les vitraux, Sinan et Soliman placent les fondements de la théologie sunnite au cœur même de l'expérience sensorielle du fidèle. La lumière qui baigne le mur de la Qibla est littéralement composée des noms sacrés de la foi. Si la lumière habille l'espace, la calligraphie lui donne une voix. C'est le seul art décoratif que la Suleymaniye déploie avec une véritable générosité. Les inscriptions, exécutées dans le style monumental du Toulout, couvrent les surfaces principales de la mosquée. Leur auteur est Hassan Chelebi, élève du célèbre calligraphe Ahmed Karaïsari et protégé de Sinan lui-même. Le texte gravé sur le portail d'entrée de la salle de prière a été composé par Ebou Soud Effendi, le plus éminent jurisconsulte de l'Empire, le cheikh à l'islam en personne. Cette collaboration entre l'architecte, le calligraphe et le théologien donne la mesure de l'ambition intellectuelle du projet. La Suleymaniye n'est pas seulement construite, elle est écrite. Sur les 4 colonnes principales qui soutiennent le dôme, les noms des 4 califes bien guidés sont répétés, rappelant les 4 piliers de la théologie sunnite. Au-dessus des fenêtres basses, les noms de Dieu et de Mahomet sont inscrits, en écho aux vitraux, soulignant que Dieu est la source du droit islamique et que Mahomet en est le messager. Ce programme calligraphique, cohérent et systématique, transforme la mosquée en un texte sacré tridimensionnel que le fidèle parcourt du regard tout au long de la prière. Le choix de ces inscriptions reflète également la rivalité avec les Séfévides. En mettant en avant les 4 califes sunnites, la Suleymaniye affirme une position doctrinale face à la tradition chiite qui ne reconnaît pas leur légitimité. L'unique concession au décor coloré se trouve sur le mihrab lui-même. Des carreaux de céramique disnique, disposés en panneaux répétitifs, ornent la niche sacrée. Les motifs floraux se détachent sur un fond blanc, dans des tons de bleu, de turquoise, de rouge et de noir, sans aucun vert. Il s'agit des premiers carreaux disniques à utiliser une argile rouge vif sous la glaçure, une innovation technique qui deviendra par la suite la marque distinctive de cette céramique. De part et d'autre du mihrab, 2 grands médaillons de céramique portent le texte intégral de la sourate Al-Fatiha, la première sourate du Coran. Le mihrab concentre ainsi sur quelques mètres carrés toute la richesse décorative que le reste de la mosquée s'interdit. Sinan a également intégré dans les murs de la mosquée un dispositif acoustique remarquable. Des jarres en terre cuite sont encastrés dans la maçonnerie à des emplacements calculés. Ces récipients creux fonctionnent comme des résonateurs, amplifiant la voix de l'imam et du muezzin tout en atténuant les échos parasites. Le son circule dans la salle de prière avec une clarté que les fidèles remarquent dès le premier jour. Cette attention à l'acoustique révèle un architecte qui pense son édifice non seulement comme un volume à voir, mais comme un espace à entendre. Dans la Suleymaniye, la sobriété n'est pas une absence. Elle est une discipline qui oblige chaque élément présent, la lumière, la lettre, le son, à porter un sens que l'abondance décorative aurait noyé. Dans l'Empire ottoman, le nombre de minarets d'une mosquée n'est pas une décision architecturale. C'est un acte politique. Seul le sultan régnant peut ordonner la construction d'une mosquée à 4 minarets. Les princes et les princesses de sang ont droit à 2. Les vizirs, les gouverneurs, les dignitaires, quel que soit leur rang ou leur fortune, doivent se contenter d'un seul. Enfreindre cette règle revient à défier l'autorité du souverain. Lorsque Sinan dresse 4 minarets aux angles de la cour de la Suleymaniye, il ne fait pas un choix esthétique. Il grave dans la pierre la hiérarchie du pouvoir ottoman. La cour intérieure, qui précède la salle de prière, forme un vaste rectangle de 47 mètres sur 57. Elle est entourée d'un péristyle à colonnade, soutenu par de hautes colonnes de marbre, de granit et de porphyre, couronnées de chapiteaux à muqarnas, ces alvéoles en nid d'abeille caractéristiques de l'art islamique.
Le portique sud-est, celui qui mène directement à la salle de prière, est plus élevé que les trois autres côtés, conférant à cette façade une monumentalité particulière. De même, les trois arcs centraux du portique nord-ouest, correspondant à l'entrée principale, dépassent en hauteur les arcs adjacents. Le défi esthétique majeur pour Sinan consistait à harmoniser ces éléments de hauteur différentes dans un périmètre cohérent. La solution réside dans des transitions subtiles, des variations de proportions qui guident le regard sans heurts d'un niveau à l'autre. Au centre de la cour, une fontaine attire l'attention. Elle se présente sous la forme d'une vasque rectangulaire en marbre surmontée d'un plafond. Son fonctionnement est inhabituel. L'eau s'écoule depuis le plafond et descend en nappe dans la vasque en contrebas. Cette disposition inverse, qui a frappé plusieurs visiteurs dès le XVIe siècle, confère à la fontaine un caractère presque irréel, comme si l'eau jaillissait du ciel. Mais cette fontaine est purement décorative. Pour les ablutions rituelles que les fidèles doivent accomplir avant la prière, Sinan a installé des robinets le long des murs extérieurs, entre les entrées latérales de la salle de prière. Cette séparation entre la fonction pratique et la fonction ornementale témoigne d'une pensée architecturale qui distingue clairement l'utile du beau, tout en accordant à chacun sa place. Les 4 minarets se dressent aux 4 angles de la cour. Les 2 minarets intérieurs, les plus proches de la salle de prière, sont les plus hauts. Ils atteignent 63,8 mètres sans leur coiffe de plomb et 76 mètres avec. Chacun porte 3 balcons superposés, soutenus par des consoles ornées de moukarnas et ceints de balustrades aux motifs géométriques ajourés. Les 2 minarets extérieurs, situés aux angles opposés de la cour, sont sensiblement plus courts et ne portent que 2 balcons chacun. Cette asymétrie, dans une tradition architecturale qui vénère la symétrie, est un choix délibéré de Sinan. En abaissant les minarets extérieurs, il crée un effet de perspective qui renforce l'impression d'élévation progressive vers le dôme central. Le regard du spectateur, guidé par cette graduation des hauteurs, monte naturellement des minarets bas vers les minarets hauts, puis des minarets vers les demi-coupoles, et enfin des demi-coupoles vers le dôme. L'ensemble compose une silhouette pyramidale dont le sommet est le point culminant de la mosquée. Au total, les 4 minarets portent 10 balcons. Ce nombre n'est pas fortuit. Soliman Ier est le 10e sultan de la dynastie ottomane. Les 10 balcons inscrivent ce rang dans le paysage même de Constantinople, visible depuis des kilomètres. De même, les 4 minarets rappellent que Soliman est le 4e sultan à régner depuis la conquête de Constantinople en 1453. Chaque élément architectural est ainsi chargé d'une signification dynastique que les contemporains déchiffrent immédiatement. La mosquée ne parle pas seulement à Dieu, elle parle au sujet de l'Empire. Ce système de minarets multiples aux angles de la cour n'est pas une invention de Sinan. Le précédent existe à la mosquée Ut-Sherefeli d'Edirne, construite au XVe siècle, qui possède déjà 4 minarets disposés aux angles. Mais dans cet exemple antérieur, les minarets manquent de cohérence entre eux, leurs proportions et leur style variant de l'un à l'autre. Sinan impose à la Sulaymaniye une symétrie rigoureuse que le modèle d'Edirne ne possédait pas. Les 2 minarets intérieurs sont strictement identiques entre eux, de même que les 2 extérieurs. La différence de hauteur entre les paires obéit à un rapport proportionnel calculé, non à un accident de conception. Ce qui était à Edirne une accumulation d'éléments devient à la Sulaymaniye un système cohérent où chaque tour a sa place exacte dans la composition d'ensemble. L'entrée principale de la salle de prière mérite une attention particulière. Elle est précédée d'une niche profonde coiffée d'un auvent à moukarnas qui forme un sas entre la cour et l'intérieur sacré. Le portail lui-même est encadré par 3 panneaux rectangulaires portant une inscription calligraphiée. Le texte, composé par Ebussoud Effendi et calligraphié en style touloute par Hassan Chelebi, énonce le nom et les titres du sultan, sa généalogie et une prière pour la pérennité de la dynastie ottomane. Les portes en bois sont sculptées dans du noyer, de l'ébène et de l'olivier, incrustées d'ivoire et de nacre. Sur les autres entrées de la mosquée, des inscriptions coraniques comparent les portes de l'édifice aux portes du paradis. L'une d'elles, sur la porte occidentale de la cour, cite le verset « La paix soit sur toi, tu as été bon.
entre donc et demeure ici pour l'éternité. Le fidèle qui franchit le seuil de la Suleymaniye ne pénètre pas simplement dans un lieu de culte. Il entre, selon les mots gravés dans la pierre, dans une image terrestre du jardin céleste. Sous les terrasses de la troisième colline, dans les entrailles de pierre sur lesquelles repose la Suleymaniye, s'ouvrent des salles voûtées dont la destination exacte fait encore débat parmi les historiens. Ces espaces souterrains, creusés dans la pente pour niveler le terrain avant la construction, forment un réseau de pièces dont certaines sont suffisamment vastes pour accueillir des activités artisanales ou commerciales. Leur existence même témoigne de l'ampleur du terrassement nécessaire. Avant de poser la première pierre de la mosquée, Sinan a dû littéralement remodeler la colline, comblant les creux, étayant les pentes, créant une plateforme artificielle capable de supporter non pas un seul édifice, mais un quartier entier. Car la Suleymaniye n'est pas une mosquée, c'est une ville. Le concept qui sous-tend cette ambition porte un nom en turc ottoman, külliye. Il désigne un ensemble de bâtiments érigés autour d'une mosquée impériale pour répondre aux besoins religieux, éducatifs, médicaux et sociaux de la communauté. Chaque sultan bâtisseur se devait d'offrir à ses sujets un complexe dont l'étendue et la générosité reflétaient sa piété et sa puissance. Celui de la Suleymaniye surpasse tous les précédents par sa taille et par la diversité de ses fonctions. Soliman ne construit pas un lieu de prière assorti de quelques annexes. Il fonde une institution totale, un microcosme qui concentre sur quelques hectares tout ce dont une société a besoin pour fonctionner. Le complexe originel comprend la mosquée elle-même, 4 médersas, c'est-à-dire des collèges religieux, une école spécialisée dans l'étude des hadiths, les paroles attribuées aux prophètes, une école primaire, une école de médecine, un hôpital, une cuisine publique, un caravansérail servant de maison d'hôtes, un hammam et des rangées de boutiques intégrées aux murs extérieurs du complexe. Chaque bâtiment a son rôle dans un système pensé comme un tout organique. Les médersas forment les juristes et les théologiens qui administreront l'empire. L'hôpital soigne les malades sans distinction de rang ni de fortune. La cuisine publique, appelée imaret, distribue chaque jour des repas gratuits aux pauvres, aux étudiants et aux voyageurs. Le caravansérail accueille les marchands et les pèlerins de passage. Le hammam entretient l'hygiène collective. La mosquée, au centre de cet ensemble, en constitue le cœur spirituel et le symbole visible. Les 4 médersas méritent une attention particulière, car Sinan y déploie un savoir-faire urbanistique remarquable. 2 d'entre elles, les médersas Sani et Evel, occupent le côté sud-ouest du complexe, sur un terrain relativement plat. Elles suivent le plan classique des médersas ottomanes, une cour rectangulaire entourée d'un portique à coupole, ouvrant sur des salles d'études elles-mêmes couvertes de coupoles. Les 2 autres, les médersas Salis et Rabi, sont situées sur le versant nord-est, là où la colline descend abruptement vers la Corne d'Or. Ici, le terrain rendait impossible la construction d'un bâtiment conventionnel. Sinan invente alors une solution inédite, une médersa en terrasse. La cour intérieure descend par 3 paliers successifs, reliés par des escaliers, tandis que les salles d'études sont disposées à des niveaux de plus en plus bas le long de cette pente. La contrainte topographique, au lieu de limiter l'architecte, l'oblige à innover. Ces médersas étagés comptent parmi des créations les plus originales de Sinan. Le nombre d'enseignants affectés aux médersas de la Suleymaniye dépasse largement celui des complexes antérieurs. Ce choix reflète la politique de Soliman en matière d'éducation religieuse. Le Waqf, l'acte de fondation de la mosquée, détaille les postes et les fonctions avec une précision qui relève autant de l'organisation administrative que de la volonté idéologique. Les professeurs, les répétiteurs, les récitants du Coran, les prédicateurs et les responsables de la prière sont nommément désignés et doivent entretenir des liens étroits avec l'État ottoman. L'enseignement dispensé dans ces médersas forme les cadres religieux de l'Empire, ceux qui garantiront la diffusion de l'orthodoxie sunnite que Soliman a érigée en politique d'État. L'éducation n'est pas ici un acte de charité, c'est un instrument de pouvoir. Les boutiques construites le long des murs extérieurs du complexe, du côté nord-est, constituent un dispositif économique ingénieux. Leurs revenus locatifs alimentent le Waqf et financent le fonctionnement quotidien de l'ensemble, les salaires des enseignants, l'approvisionnement de la cuisine publique, l'entretien de l'hôpital. Ces boutiques forment une rue marchande qui deviendra célèbre sous le nom de Tiryaki Çarşı,
le marché des amateurs d'antidotes. Ce nom étrange provient des cafés et des échoppes qui s'y installent au fil du temps, où l'on consomme du café, alors denrée nouvelle et controversée, mais aussi du hashish et de l'opium. L'Empire ottoman, à cette époque, est durement touché par la consommation de substances narcotiques, un fléau social que les autorités peinent à endiguer. La coexistence de ces commerces à l'ombre immédiate d'un sanctuaire religieux peut surprendre, mais elle illustre la réalité complexe de la vie urbaine ottomane, où le sacré et le profane se côtoient sans que l'un efface l'autre. L'hôpital et l'école de médecine représentent la dimension la plus novatrice du complexe. La médecine ottomane du XVIe siècle hérite de la tradition arabo-persane et s'inscrit dans la continuité des grands hôpitaux islamiques médiévaux. L'hôpital de la Soulaïmaniye accueille les malades et forme les futurs médecins dans des locaux construits à cet effet. L'ensemble du complexe fonctionne ainsi comme un mécanisme intégré, où chaque élément soutient les autres. Les médersas forment les esprits, l'hôpital soigne les corps, la cuisine nourrit les ventres, le hammam purifie la peau, la mosquée élève les âmes. Soliman, en fondant ce cullier, ne se contente pas de construire un monument à sa propre gloire. Il inscrit dans la pierre une vision de la société islamique idéale, celle où le souverain prend en charge la totalité des besoins de ses sujets, du plus matériel au plus spirituel. Le 7 septembre 1566, l'armée ottomane remporte la bataille de Sigedvar, dans le sud de la Hongrie. La forteresse tombe après un siège d'1 mois. La victoire est totale. Mais dans le pavillon impérial, derrière les lignes, un secret est gardé depuis 48 jours. Le sultan Soliman est mort. Il s'est éteint dans la nuit du 5 au 6 septembre, la veille même de l'assaut final, à l'âge de 72 ans. Seul le grand vizir Sokolou Mehmed Pacha et quelques proches sont au courant. Pour éviter la panique dans les rangs et garantir une transition ordonnée du pouvoir, le décès du souverain est dissimulé. Les ordres continuent d'être émis au nom du sultan. Les audiences se poursuivent derrière un rideau. Le corps est embaumé en secret. Cette dissimulation pose un problème physique immédiat. Un cadavre, même embaumé, ne supporte pas un transport de plusieurs semaines à travers les plaines de Hongrie jusqu'à Constantinople. Pour que la supercherie tienne, il faut que le corps ne dégage aucune odeur susceptible d'alerter les soldats. Les organes internes sont donc retirés et enterrés sur place, à proximité du champ de bataille. Le corps, vidé et embaumé, est installé dans un carrosse qui prend la route de la capitale. Pendant des semaines, le cortège impérial traverse les Balkans, escorté par une armée qui ignore que son chef suprême est mort. Ce n'est qu'à l'approche de Constantinople que la nouvelle est officiellement annoncée. Le fils de Soliman, Sélim II, est déjà en place pour assurer la succession. Le corps de Soliman rejoint Constantinople, mais une partie de lui reste en Hongrie. Les organes du sultan, et son cœur, selon certaines sources, demeurent dans la terre hongroise, à l'endroit où la mort l'a frappé. Les recherches archéologiques pour localiser cette sépulture se poursuivent encore de nos jours. Ce dédoublement funèbre, né de la nécessité politique, confère à la mémoire de Soliman une dimension singulière. Son corps repose dans un lieu, ses entrailles dans un autre, et son souvenir habite les deux. Le mausolée érigé pour Soliman à la Sulaymaniye est commandé par son fils Sélim II dès 1566, l'année même de la mort du sultan, mais les travaux ne s'achèvent probablement que l'année suivante. Le bâtiment se dresse derrière le mur de la Qibla, dans l'enceinte du cimetière clôturé qui jouxte la mosquée. C'est l'un des plus grands mausolées ottomans jamais construits. Sa forme octogonale évoque délibérément le dôme du rocher à Jérusalem, cet édifice que la tradition islamique associe au roi Salomon et dont Soliman, qui se considérait comme un second Salomon, avait fait un modèle symbolique. Même dans la mort, le sultan poursuit le dialogue avec son ancêtre spirituel. Le mausolée est entouré d'un péristyle soutenu par 24 colonnes, dont l'entrée, fait inhabituelle, est orientée vers l'est plutôt que vers le nord. Sous le portique, de part et d'autre de cette entrée, des panneaux de céramique d'Iznik présentent un vert émeraude éclatant qui n'apparaît sur aucun carreau antérieur. Ces panneaux constituent des plus anciens exemples connus de cette teinte qui deviendra par la suite la signature de la céramique d'Iznik.
Le mausolée de Soliman est donc non seulement un monument funéraire, mais aussi un jalon dans l'histoire des arts décoratifs ottomans. Le dôme, d'un diamètre de 14 mètres, présente une innovation structurelle majeure. C'est le premier grand exemple de coupole à double coque dans l'œuvre de Sinan. Une coupole intérieure, purement esthétique, est suspendue sous la coque extérieure, créant un espace intermédiaire qui améliore l'acoustique et l'isolation thermique. 14 fenêtres au niveau du sol et 24 fenêtres à vitraux dans les tympans inondent l'intérieur de lumière. Les murs sont couverts de carreaux d'iznik polychrome et une frise de panneaux à inscription court au-dessus des fenêtres, citant le verset du trône et les 2 versets suivants du Coran. Outre la tombe de Soliman, le mausolée abrite celle de sa fille Mirima Sultane et de 2 sultans ultérieurs, Soliman II, qui régna de 1687 à 1691, et Ahmed II, qui lui succéda jusqu'en 1695. La présence de ces souverains postérieurs dans le même mausolée prolonge la lignée dynastique au-delà de la mort, inscrivant la continuité du pouvoir ottoman dans l'espace sacré. À quelques pas de là, un second mausolée, plus petit, accueille une autre dépouille. Hürrem Sultan, connu en Occident sous le nom de Roxelane, repose dans un turbe octogonal daté de 1558, l'année de sa mort. L'intérieur, à 16 pans, est orné de céramique d'Iznik. 7 fenêtres rectangulaires sont surmontées de lucarnes en faïence et de panneaux épigraphiques. Entre les fenêtres, 8 niches en forme de mihrab ajoutent une profondeur visuelle à cet espace intime. Le plafond, aujourd'hui blanchi à la chaux, portait probablement autrefois des couleurs vives. L'histoire de Hürrem Sultan est celle d'une ascension sans précédent dans l'Empire ottoman. Originaire des territoires slaves, probablement de la région qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine occidentale, elle arrive au harem impérial comme esclave. Sa beauté et son intelligence captent l'attention de Soliman. Mais là où d'autres favorites se contentent de leur rang, Hürrem brise les conventions une à une. Elle obtient ce qu'aucune concubine n'a obtenu avant elle, un mariage légal avec le sultan. Ce geste, inouï dans la tradition ottomane, transforme une esclave en épouse impériale et redéfinit le statut des femmes de la dynastie. Les historiens considèrent que Hürrem inaugure ce que l'on appelle le sultanat des femmes, cette période de l'histoire ottomane où les épouses et les mères des sultans exercent une influence politique considérable. Hürrem meurt en 1558, 8 ans avant son époux. Elle est d'abord inhumée dans un pavillon de la mosquée Süleymaniyye, avant qu'un mausolée dédié ne soit construit pour accueillir sa dépouille. Son choix d'être enterrée à la Süleymaniyye, dans ce qu'elle appelait le cœur de son bien-aimé, donne au complexe une dimension personnelle qui dépasse le politique et le religieux. 2 mausolées côte à côte, derrière le mur de la prière, abritent un sultan et une ancienne esclave que l'amour et l'audace ont élevés jusqu'au trône. La pierre de la Süleymaniyye garde la mémoire de cette union improbable. En 1914, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des puissances centrales. Constantinople se transforme en base arrière militaire. Les casernes débordent, les arsenaux manquent de place, et l'armée réquisitionne tous les espaces disponibles. La cour de la mosquée Süleymaniyye, ce rectangle sacré où les fidèles se rassemblent depuis 3 siècles et demi, devient un dépôt de munitions. Des caisses d'obus et de cartouches s'entassent entre les colonnes de porphyre, sous les arcades du péristyle, à quelques mètres des portes que les inscriptions coraniques comparent aux portes du paradis. Un jour, une partie de ces munitions prend feu. L'incendie ravage la cour et endommage gravement l'intérieur de la mosquée. Le chef-d'œuvre de Sinan brûle pour la 2e fois de son histoire. Et cette fois, ce ne sont pas les flammes d'un accident domestique, mais celles de la guerre moderne qui le frappent. Le premier grand sinistre remonte à 1660, lorsqu'un incendie dévastateur ravage une partie considérable de Constantinople. La Süleymaniyye n'est pas épargnée. Les dégâts sont suffisamment graves pour nécessiter une restauration ordonnée par le sultan Mehmed IV. Les sources ne précisent pas l'étendue exacte des dommages, mais la charpente, les boiseries et certains éléments décoratifs intérieurs ont vraisemblablement souffert. La mosquée est remise en état et la vie reprend son cours. Mais un siècle plus tard, c'est la terre elle-même qui frappe. Le 22 mai 1766, un séisme d'une violence exceptionnelle secoue Constantinople.
Une partie du dôme central de la Sulaymaniye s'effondre. L'événement est d'autant plus traumatisant que ce dôme, conçu par Sinan pour résister aux forces telluriques, semblait invulnérable. Les fondations tiennent, les murs restent debout, mais la coupole, l'élément le plus emblématique de l'édifice, cède partiellement. Les travaux de réparation qui suivent ne se contentent pas de reboucher les brèches. Ils altèrent profondément ce qui subsistait du décor original de Sinan. Les peintures d'origine, dont on sait aujourd'hui très peu de choses, disparaissent sous de nouvelles couches d'enduit et de couleurs. Des restaurations ultérieures révéleront que Sinan avait d'abord expérimenté des tons bleus avant de choisir le rouge comme couleur dominante du dôme. Mais en 1766, personne ne se soucie de préserver ces vestiges. L'urgence est de rendre la mosquée fonctionnelle, pas de sauvegarder sa mémoire picturale. Près d'un siècle passe. En 1858 et 1859, des travaux considérables sont entrepris à l'intérieur de la mosquée, dans les minarets, dans la cour extérieure et dans les mausolées. De nouveaux locaux sont construits, notamment une mouvarkitane, le bureau du gardien du temps chargé de déterminer les heures de prière, dans la cour de la mosquée, et une chambre pour le gardien dans le mausolée de Soliman. Ces interventions, dictées par des besoins pratiques, modifient progressivement la physionomie du complexe sans égard particulier pour l'intégrité du projet initial. C'est au XIXe siècle que la Sulaymaniye subit sa transformation esthétique la plus radicale. Les frères Fossati, architectes d'origine tessinoise au service du sultan, sont chargés de restaurer la décoration intérieure. Gaspare et Giuseppe Fossati, qui ont déjà travaillé sur Sainte-Sophie, repeignent le dôme central dans un style qui imite grossièrement le baroque ottoman. Des motifs floraux lourds, des couleurs saturées et des compositions surchargées recouvrent ce qui restait des surfaces d'origine. Le contraste avec la sobriété voulue par Sinan et Soliman est saisissant. Là où le XVIe siècle avait choisi le dépouillement comme expression de la foi, le XIXe siècle impose l'exubérance décorative comme signe de prestige. La Sulaymaniye perd une part essentielle de son identité sous ses couches de peinture. Après l'incendie de la Première Guerre mondiale, la mosquée reste dans un état de délabrement prolongé. La République turque, fondée en 1923, a d'autres priorités que la restauration des monuments impériaux. Ce n'est qu'en 1956 que la Sulaymaniye est entièrement remise en état. Puis, entre 1961 et 1967, une campagne de restauration de la salle de prière apporte une découverte majeure. En retirant les décorations murales du XIXe siècle, les restaurateurs trouvent sous l'enduit des traces de peinture plus anciennes. Ces vestiges, identifiés comme antérieurs aux interventions des Fossati, sont partiellement dégagés et consolidés. Pour la première fois depuis 2 siècles, des fragments du décor originel de la Sulaymaniye réapparaissent. La mosquée retrouve partiellement son visage du XVIe siècle, à l'exception notable du dôme central, où la peinture des Fossati est conservée et désormais considérée comme faisant partie intégrante de l'histoire du monument. Mais les épreuves ne sont pas terminées. Au fil des décennies suivantes, la Sulaymaniye se dégrade de manière insidieuse. L'érosion attaque les surfaces de pierre, les minarets se fissurent. Les éléments métalliques se corrodent, les structures en bois se détériorent sous l'effet de l'humidité et des parasites. Les façades se couvrent de croûtes noires dues à la pollution urbaine. Les restaurations effectuées entre 1955 et les années 2000 aggravent parfois les dégâts au lieu de les réparer. L'utilisation de mortiers à base de ciment et de plâtre, incompatibles avec les matériaux d'origine, endommage la maçonnerie ancienne. Certaines interventions détruisent partiellement ou totalement des éléments décoratifs originaux, les recouvrant de nouvelles couches d'enduit ou les remplaçant par des imitations. La Sulaymaniye, au tournant du XXIe siècle, porte sur ses murs les cicatrices de 4 siècles et demi de catastrophes naturelles, de guerres et de restaurations maladroites. Sous ces cicatrices, pourtant, la structure de Sinan tient toujours. En 2007, une équipe de restaurateurs commence à retirer les enduits qui recouvrent les murs intérieurs de la Sulaymaniye. Couche après couche, le ciment du XXe siècle cède la place au plâtre du XIXe, qui lui-même dissimule des surfaces plus anciennes. Le travail est d'une lenteur extrême. Chaque centimètre carré doit être sondé avant d'être dégagé, car sous n'importe quelle couche peut apparaître un fragment de décor original datant du XVIe siècle.
Lorsque les restaurateurs atteignent enfin la maçonnerie de Sinan, ils découvrent ce qu'ils redoutaient. Le dôme central est parcouru de fissures nombreuses, qui partent au-dessus du niveau des fenêtres et suivent les lignes de tension de la structure. 450 ans de séisme, d'incendies et de réparations hasardeuses ont laissé leur empreinte dans la chair même de l'édifice. Cette campagne de restauration, qui s'étend de 2007 à 2010, est la plus ambitieuse jamais entreprise sur la Sulaymaniye. Elle rompt radicalement avec la philosophie des interventions précédentes. Là où les restaurateurs du XXe siècle remplaçaient les matériaux d'origine par du ciment et du plâtre moderne, ceux du XXIe siècle adoptent un principe inverse: conserver l'original à tout prix, quel que soit son état de dégradation. Les mortiers, les enduits et les éléments décoratifs anciens sont consolidés et maintenus en place, même lorsqu'ils sont fortement endommagés. Les ajouts en ciment des restaurations antérieures sont méthodiquement retirés et remplacés par de la pierre et des enduits compatibles avec les matériaux du XVIe siècle. Le traitement des façades extérieures illustre cette nouvelle approche. Les croûtes noires qui défigurent la pierre depuis des décennies sont éliminées par micro-sablage à sec et par des procédés chimiques soigneusement calibrés. Les agrafes métalliques en fer forgé, rongées par la rouille après des siècles d'exposition, sont remplacées par des éléments en acier inoxydable. Les pièces de bois, présentes dans la charpente et dans certains éléments structurels, sont démontées une à une, désinfectées pour éliminer les parasites, réparées et remontées. Les vernis qui les recouvraient sont retirés pour rendre au bois sa capacité à respirer, conformément aux principes de construction originaux. Chaque intervention vise à restaurer non seulement l'apparence, mais aussi le fonctionnement mécanique de l'édifice tel que Sinan l'avait conçu. Le dôme central pose le défi le plus délicat. Les fissures identifiées lors du décapage des enduits ne menacent pas l'intégrité immédiate de la structure, mais leur progression pourrait, à terme, compromettre la stabilité de la coupole. Les ingénieurs procèdent d'abord à un relevé stratigraphique minutieux. En grattant les couches de peinture successives pour analyser les pigments originaux, ils recueillent des informations inédites sur l'histoire décorative du dôme et obtiennent simultanément une cartographie précise des fissures. Sur la base de calculs structurels, des injections de résine armée sont pratiquées le long des lignes de fracture, tant sur la face intérieure que sur la face extérieure de la coupole. Cette technique de consolidation par injection permet de renforcer la structure sans la modifier, sans ajouter de masse supplémentaire et sans altérer la géométrie du dôme. La coupole de Sinan conserve sa forme, ses proportions et son poids d'origine, mais retrouve une cohésion interne qu'elle avait perdue au fil des siècles. Les éléments décoratifs sont traités avec la même rigueur. Dans les zones où des fragments de décor original subsistent, les restaurateurs se limitent à un nettoyage et à une consolidation, sans repeindre ni compléter les parties manquantes. Les pièces de marbre ou de pierre endommagées, au-delà de toute conservation, sont remplacées par des éléments neufs, mais sculptés conformément au dessin d'origine, reconstitués à partir de documents d'archives et de fragments préservés. Les coiffes de plomb des minarets, déformées par le temps et les intempéries, sont refaites ou restaurées. Les éléments manquants de marbre et de pierre sont retaillés selon les techniques et les proportions du XVIe siècle. La Sulaymaniye ne redevient pas neuve, elle redevient lisible. Aujourd'hui, la mosquée Sulaymaniye et son complexe constituent l'un des 4 éléments du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO sous l'intitulé Zones historiques d'Istanbul. Ce classement, qui protège le monument au titre de critères culturels reconnaissant sa valeur universelle exceptionnelle, s'ajoute aux protections nationales dont bénéficie le site depuis 1981. L'ensemble de la zone protégée compte 920 bâtiments répertoriés, mêlant architecture monumentale et architecture civile. La Sulaymaniye en est la pièce maîtresse. Depuis le parvis de la mosquée, la vue embrasse la Corne d'Or, le détroit du Bosphore et les collines de la rive asiatique. Ce panorama, que Sinan avait intégré à sa conception en choisissant la 3e colline comme site de construction, reste l'un des plus saisissants d'Istanbul. La silhouette pyramidale de la mosquée, avec ses demi-coupoles étagées et ses 4 minarets de hauteur inégale, domine le paysage urbain exactement comme elle le faisait au XVIe siècle. Les bâtiments du complexe, médersas, hammams, anciens imarets transformés en restaurants,
continue d'occuper les flancs de la colline, témoin d'un urbanisme pensé comme un tout il y a près de 5 siècles. Juste au-delà des murs du complexe, vers le nord, se dresse un tombeau modeste. Mimar Sinan, l'architecte qui a conçu des centaines d'édifices à travers 3 continents, repose dans un mausolée qu'il a lui-même dessiné de son vivant. Ce turbe, entièrement restauré en 1922, est ouvert au public un seul jour par an, à la date anniversaire de la naissance de l'architecte. Sa simplicité contraste avec la grandeur des monuments qu'il a laissés. Sinan est mort vers 1588, après une carrière de près de 50 ans au service de l'Empire. Il avait choisi de reposer à l'ombre de ce qu'il considérait comme son œuvre de compagnon, celle où il avait appris à maîtriser son art avant de l'accomplir pleinement à Édirne. La Sulaymaniye n'était pour lui qu'une étape. Pour le reste du monde, elle demeure l'un des sommets de l'architecture universelle, la preuve que la grandeur d'un édifice ne se mesure pas à la taille de son dôme, mais à la justesse de ses proportions, à l'intelligence de sa structure et à la profondeur de son silence. Merci d'avoir suivi cette promenade à travers l'histoire de la Sulaymaniye. Je suis Victor Latour. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations.